et quelle part on prend dans cette numérisation de nos pratiques professionnelles liées aux démarches qualité, que l'on soit d'un côté ou de l'autre. L'objet de cette présentation. Et moi, depuis quelques années déjà, j'ai l'idée qu'on doit tenir, que l'on soit manager ou consultant, une place de choix dans cette numérisation et être un acteur actif et non pas seulement spectateur de ce qui commence à se produire et qui va probablement s'accentuer, notamment en France. Hein. Mon marché, bon, c'est France, un petit peu l'Afrique, mais je suis pas sur le marché anglo-saxon qui ont un petit peu d'avance sur nous sur ces sujets-là. Du coup, l'objectif principal, c'est celui-là, et ça va passer notamment par un retour, une rétrospective un petit peu de l'approche processus et des outils qualité associés, des outils informatiques associés à la qualité au cours de ces 20 dernières années. Et puis, je vous parlerai un petit peu aussi de la formation que j'organise en juin, justement pour approfondir tous ces sujets. Donc, si on regarde, si on commence par à peu près dans les années 90, dans la version ISO 9. Alors, je me suis pas présenté enfin, pratiquement tout le monde ici me connaît, sauf peut-être sauf Cécile. C'est sûrement pour ça que j'ai omis. Donc, moi, mon métier, c'est le conseil, l'audit et la formation en démarche qualité, et ce depuis 94-95. Donc, c'est ce qui me permet de remonter aussi loin dans le temps. Voilà. Et depuis, j'exerce dans différents secteurs d'activité. Je suis assez généraliste. Et en taille d'entreprise, je me suis un peu spécialisé dans les TPE-PME, d'où le label Performance Qualité TPE-PME qui est l'intitulé d'un groupement de consultants, un groupement un peu informel de consultants que j'anime et que j'ai créé depuis à peu près 5 ans maintenant. Donc, si on remonte à l'approche processus dans l'ISO 9001 en version 94, en fait, processus était limité à l'atelier finalement, à la production. Hein. C'était un des chapitres, le 4.9, si ma mémoire est bonne. Et le reste, il y avait des exigences qualité qui s'appliquaient à différents autres secteurs, mais le mot processus était un peu limité, cantonné finalement aux activités productives. Et encore en 1994, les services étaient relativement peu représentés dans les démarches ISO 9001. C'est par la suite que les services ont pris une part plus importante. Et aujourd'hui, dans les entreprises qui utilisent l'ISO 9001, il y a, je n'ai pas les chiffres exacts, hein, mais je ne serais pas surpris qu'il y ait presque plus d'entreprises de services que d'entreprises de production. Et la désindustrialisation n'est pas la raison essentielle de cela, mais c'est plutôt que l'ISO 9001 souhaité s'adresser à tous les secteurs d'activité et a évolué pour pouvoir être pertinente dans tous les secteurs. Donc en 94, on était encore très centré sur la fabrication, l'industrie manufacturière ou autre. Et là, j'ai pris un exemple de la façon dont on pouvait représenter les processus à l'époque, hein, côté production. Et finalement, on voit un logigramme qui représente toutes les activités, la succession de postes de travail dans un atelier. Là, c'est un atelier qui pourrait s'apparenter à de l'imprimerie ou de la enfin, ouais, la presse en général. Hein. C'est une presse un peu spécialisée là que j'ai pris comme exemple, mais en gros, on retrouve un peu les étapes que l'on pourrait avoir dans n'importe quelle entreprise de presse. Et en parallèle de ça,
Donc nous, en tant que qualiticiens, ben, on a commencé à se former au logigramme, aux successions, bon, les activités, les flux d'activités, en parallèle se développaient les outils de gestion électronique de documents, notamment avec les flux de validation des procédures, hein, parce qu'on était très orienté procédure à cette époque-là, donc il y avait une procédure pour tous les chapitres de la norme, il y avait 20 chapitres et l'obligation d'avoir une procédure. Donc, en qualité, les outils informatiques se sont d'abord intéressés au flux de validation et d'évolution des dites procédures et des formulaires associés. On a commencé à voir apparaître un petit peu de workflow, mais justement le workflow lié au flux de validation des documents, essentiellement. Et puis, quelques applications de gestion d'événements, un peu style non-conformité, réclamation client, des choses comme ça. Ensuite, après est arrivée la version 2000, où là, on a consacré l'approche processus. Et là, je donne un exemple de qu'on a commencé à appeler les cartographies de processus, où on commence à voir apparaître déjà les trois typologies de processus, processus de pilotage, processus support et processus de réalisation, ou processus métier. Et donc moi, là, je ne parlerai pas beaucoup, pas du tout des processus, des activités de pilotage et des activités support. C'est pas franchement mon propos. Et le BPM lui-même est plus centré sur les processus de réalisation au cœur de métier. Donc on voit au début, là j'ai pris un exemple réel hein, de cartographie de processus, où on voit encore l'influence de ce qu'on faisait avant. C'était un peu de détail là dans réaliser la commande. On voit bon, les différents activités ou sous-processus avec l'enregistrement de la commande, l'approvisionnement, la fabrication, etc., etc. Donc le souci encore d'être un peu précis dans les choses. Et puis le découpage en finalement quelque part ce qui correspond plus ou moins au service existant d'une entreprise. L'appel d'offres, répondre à un appel d'offres, c'est les commerciaux, concevoir et développer, c'est plutôt le bureau d'études, réaliser, c'est la production, garantie, c'est le SAV, le service support, etc., etc. Donc, on voit une forte inclination à caler l'approche processus sur les fonctions de l'entreprise. Bon, voilà. Donc ça, en tous les cas, en France, on a tous vu beaucoup de cartographies comme ça. Et bon, voilà, c'est un moment de notre histoire de l'approche processus. Côté logiciel, ben, les JET se sont développés. Des outils également ou des modules informatiques permettant de gérer les actions correctives, les actions préventives, les audits, les NC, etc., etc. Tout ça, la métrologie aussi, bien sûr, la réclamation aussi. Tout ça a continué à se développer. Les workflows se sont un peu étendus et se sont élargis au-delà de la gestion du cycle de vie des documents ou des formulaires pour attaquer aussi et s'intéresser aussi à d'autres types de flux, par exemple les demandes d'achat. Une demande d'achat dans une entreprise, c'est un workflow. Le demandeur, celui qui exprime le besoin, ben, il remplit une première partie, il transmet ça à son chef de service, qui valide ou qui valide pas. Si c'est validé, ça part aux finances. Après, en fonction des montants, ça peut aller jusqu'à la direction générale, etc., etc. Donc, ce genre de demande se prête bien aussi à des workflows et on a vu des outils de workflow qui commençaient à se développer dans ces années 2000. Et puis également,
le démarrage des fiches processus avec cette approche, avec cette version 2000, et notamment en France avec au travers de l'AFNOR et le fameux document, le fascicule de documentation dont je cite ici le nom, là, le 50-176, sur le management des processus, qui a un peu sacralisé et figé les approches processus au travers de ces fiches descriptives qui existent, qui continuent à exister aujourd'hui. Et avec une évolution, on voit là le côté, voilà la cartographie qui a finalement fait fureur un peu partout dans toutes les entreprises de France et de Navarre, où finalement c'était la même carto partout et en fait qui ne racontait rien de l'entreprise. Voilà. Et qui a poussé à l'extrême la superposition de la notion de processus avec la notion de service. Hein. Donc, bon, à partir de là, mon évolution personnelle est poussée par les demandes des clients, m'ont amené un peu, finalement, j'ai constaté que des clients se trouvaient un peu engoncés et puis limités dans cette approche-là, notamment lorsqu'ils voulaient faire évoluer, enfin pour traduire l'évolution de leur modèle d'affaires qui ne qui ne se satisfaisait pas toujours ou qui rentrait pas forcément complètement dans ce cadre-là. Ce cadre est une vision certes universelle au sens où on retrouve les chapitres de la norme. Donc de ce point de vue-là, on ne peut pas lui reprocher de pas coller à l'objectif SMQ, mais qui en fait peut ne pas apporter énormément de valeur ajoutée par rapport à l'organisation fonctionnelle, puisque derrière, il y a les commercialiser et vendre, c'est déjà le service commercial. Donc, bon, est-ce que appeler ça processus ou appeler ça service, qu'est-ce que ça change? On n'en est pas sûr. Et puis, cette carte d'identité ou cette fiche processus, une des particularités, c'est qu'elle est hors ligne. C'est-à-dire que c'est toujours un peu documentaire. Donc, on a ça dans son référentiel documentaire, mais est-ce que ça garantit quoi que ce soit dans la réalisation? Pas toujours. En tous les cas, il n'y a pas de garantie. Hein. Donc là, on est arrivé un petit peu au bout d'une histoire et c'est là où moi j'ai découvert. Alors, avant de découvrir que ça existait, qu'il y avait des bouquins, etc., ma propre réflexion m'a amené à faire de la prose sans le savoir, comme Monsieur Jourdain. Et puis, dans la fin des années, au milieu des années 2010, j'ai découvert que effectivement, c'était un petit peu théorisé, notamment dans le monde anglo-saxon avec sous l'appellation BPM, donc Business Process Management, et que depuis les années 2005, il y avait aussi des outils qui se proposaient d'accompagner cette évolution, avec notamment les processus transverses, donc qu'on a traduit end-to-end process en anglais, et puis donc processus de bout en bout en français, qui traduisent le fait que ça part de la demande du client jusqu'à la livraison, et que c'est transversal par rapport aux fonctions. Donc ça m'a beaucoup inspiré, et ça m'a conduit à l'appliquer, bon d'abord, enfin forcément au travers des entreprises avec lesquelles j'ai travaillé, donc des petites ou des moyennes, voire un peu plus importantes, et en mettant en évidence que une affaire, finalement, c'est ce qu'on savait déjà, hein, bien sûr, j'ai rien inventé là-dedans, et les gens qui font du BPM n'inventent rien non plus, mais on avait perdu un peu de vue cela dans
les modélisations de systèmes qualité, c'est que la réalisation d'une affaire et la réussite d'une affaire dépend de la contribution de différents services et de différents métiers et compétences, et que il est presque plus, et que souvent ce sont les interactions aux frontières entre ces différents métiers qui font que ça va fonctionner ou que ça va pas fonctionner, et non pas se focaliser sur la façon dont les gens exercent leur métier dans leur silo, dans leur domaine. Enfin, moi, maintenant, je commence à avoir vu un certain nombre, quelques centaines d'entreprises en accompagnement ou en audit. Je vois relativement peu de gens qui sont pas compétents à leur poste. J'en détecte même pas. Enfin, personne m'en parle. Il y en a relativement, je pense qu'il y en a pas. Donc, chacun sait ce qu'il a à faire dans son métier. En revanche, dans les interactions, parfois, il y a des couacs parce qu'on manque d'informations, parce que le délai, il y a des délais d'attente importants, parce qu'on se concerte pas. Hein, les données d'entrée d'une activité n'est pas concertée avec celui qui fournit, enfin les données, enfin oui, avec celui qui fournit donc en données de sortie cette même information. Donc on ne sait pas bien comment toujours l'exploiter, etc., etc. Donc c'est plus aux frontières, aux interfaces entre les activités que se nichent les défaillances ou les non-conformités ou les manques d'informations ou les incompréhensions qui font qu'au final, le client il reçoit pas exactement ce qu'il avait commandé, ou il reçoit pas le produit ou le système avec toutes les fonctionnalités requises. Et du coup, ça m'a vraiment éclairé, et j'ai commencé à déployer des applications, enfin des approches qui modélisaient le fonctionnement et les lignes de prestations ou de produits de l'entreprise, l'identification des flux de valeur essentiels dans l'activité et dans le modèle d'affaires de chaque entreprise. Et en fait, c'est là où le BPM peut agir et peut intervenir de manière tout à fait pertinente en aidant, en appuyant informatiquement, donc en fiabilisant finalement ces flux d'informations ou ces flux d'activités qui permettent de réaliser les projets. Et c'est là où, bon, à partir depuis quelques années, je me suis intéressé tout particulièrement aux outils qui permettaient d'outiller justement cette approche-là, qui peut être faite sur papier, mais qui, lorsque ça reste sur papier, ça a le même défaut que les procédures, c'est qu'on n'est jamais sûr que la réalité va suivre le modèle qui a été défini et qui a été cartographié, mais uniquement sur papier. Voilà. Donc ça, c'est une problématique que le BPM et les outils d'automatisation à laquelle ces outils permettent de répondre. Voilà, donc nous, par rapport à cette approche-là, j'ai repris là quelques éléments synthétiques dans une étude qui est parue en 2021 par un éditeur qui s'appelle BP Trends, donc c'est Business Process Management Évolution ou Tendance dans le BPM, et qui a fait une enquête en interrogeant des gens d'horizons divers, des utilisateurs, des membres d'organismes sœurs ou cousins
à leur propre publication. Et là, j'ai repris le témoignage de quelqu'un qui fait partie de la PQC, qui fédère en fait et qui a publié, enfin, dont on connaît tout à fait la taxonomie il s'intéresse aussi au BPM, au knowledge management, etc., etc. Donc ça, c'est un peu une référence dans leur domaine et qui était interrogé un peu sur les tendances autour du BPM. Et j'ai été agréablement surpris de constater qu'eux-mêmes, alors ils ont été les promoteurs des processus plutôt de type silo, hein, que les processus commerciaux, les processus de développement, les processus ceci, les processus cela. Ils ont toute une arborescence de processus sur une cinquantaine, une soixantaine d'intitulés. Longtemps, ça a été leur cheval de bataille. Et là, ils changent j'ai constaté qu'ils changeaient un petit peu leur point de vue en disant, ben voilà, la tendance actuelle, c'est plus les processus de bout en bout et les flux de valeur pour le client. Et voilà, donc on voit ça, on voit cette tendance qui est identifiée, clairement identifiée, promue par des institutionnels, ça c'est aux États-Unis, et qui peut-être n'est pas promue avec la même énergie encore en France parce que l'école classique française, c'est plus la cartographie que j'ai présentée tout à l'heure avec un peu sous forme de silo, même si les dessins sont horizontaux, ça n'empêche que le contenu est bien contenu par service et de manière un peu silo, en forme de silo. Donc, première tendance. Deuxième tendance, c'est focus on people, donc se rapprocher des personnes, des utilisateurs, des hommes et femmes métiers. On peut le comprendre de différentes façons. Et c'est aussi ça qui est intéressant et que je développe un petit peu ensuite de manière plus détaillée. Donc voilà, dans le même document ou un document annexe, voilà un petit peu les défis qui ont été identifiés qui sont récemment, là c'est tout récent, ça c'est de début 2022, par les utilisateurs ou par les personnes, donc comme nous, consultants ou managers qualité. Là où il reste des progrès à réaliser dans le côté BPM, eh bien, dans la définition des processus de bout en bout, c'est une pratique qui coule pas de source parce que finalement, on a plutôt été habitué à faire des logigrammes très détaillés, ça on sait faire. Hein, comment on prend une commande, s'il manque une info, qu'est-ce qu'il faut faire, etc., etc. Donc des choses à un niveau de détail très fin, on sait faire. Une vision de bout en bout qui tienne sur une page, même si c'est une page A3, on peut aller jusque du A3, du A2, c'est déjà plus compliqué. Mais c'est pas évident. C'est une gymnastique et c'est une approche une démarche intellectuelle à laquelle on est moins habitué, et donc ça demande un peu d'entraînement. Et là, on reconnaît que, enfin, les personnes qui ont été interrogées reconnaissent qu'il y a encore des efforts à faire là-dessus. L'alignement stratégique des processus, c'est quelque chose aussi auquel on n'est pas forcément très habitué, parce que l'idée consacrée, c'est que toutes les activités de l'entreprise font partie de processus et on doit couvrir tout. Bah, oui, pourquoi? C'est bien en ligne avec la production de services ou de produits, la fourniture de produits ou de services et donc la satisfaction client. Et on a le droit, enfin moi je considère, en tous les cas c'est comme ça que je définis les choses, on a le droit de mettre en place des outils de maîtrise, de pilotage, de fiabilisation différents pour certains processus que pour d'autres. Voilà. Et ça rentre bien. Et un de ces outils, ça peut être justement les outils BPM que l'on applique
au processus cœur de métier et que l'on n'applique pas forcément globalement à toutes les activités support ou aux activités de management. Voilà, donc ça c'est... Et le troisième point ici, qui a fait écho forcément avec ma réflexion sur le sujet, c'est il y a encore besoin d'évoluer vers la pensée, enfin thinking, ou l'approche processus transversal par rapport à une approche par fonction ou par service. Donc voilà, au niveau, dans le monde anglo-saxon, ils identifient, enfin, les auteurs de cette enquête ont identifié ces problématiques-là auprès des personnes qui ont répondu. Et ces problématiques-là font écho aussi avec ce qu'on peut constater en France. Et donc, ça m'a paru intéressant. Bon, je passerai sur, je ne commande pas l'amélioration continue qui est pas tout à fait dans notre sujet. Et voilà, donc ça m'a amené à cette approche, cette réflexion, cette évolution m'a amené à formaliser des processus comme ça, de bout en bout, de gestion d'affaires, qui, avec un niveau de détail relativement succinct, la difficulté de représenter tout le déroulement d'une affaire en processus de bout en bout, c'est que ça nous oblige à avoir une vision beaucoup plus macroscopique que ce que l'on peut avoir pris comme habitude dans les logigrammes liés à chaque activité, à chaque processus. Par exemple, là, vous voyez, dans ce processus-là, l'étape de conception, c'est une macro-activité. Voilà, c'est tout. J'ai pas besoin d'expliquer aux ingénieurs ou aux techniciens qui font de la conception dans le domaine dont il est question ici. Je vais pas leur expliquer leur travail. C'est pas le rôle du manager qualité, c'est pas le rôle du consultant qualité d'expliquer aux concepteurs, aux techniciens comment ils doivent travailler. Ça, ils le savent. En revanche, associer les étapes les unes par rapport aux autres, la chronologie, et mettre en évidence les relations entre les différentes activités, là, on peut apporter de la valeur et on peut leur permettre d'éviter quelques déboires. Et plus globalement aussi, je me suis aperçu avec l'expérience que, notamment dans la gestion comme ça d'affaires qui finalement, ce sont des projets, hein, avec une partie conception, une partie après consultation de prestataires pour assurer certaines missions, puis mise en œuvre du projet, réalisation, puis réception des ouvrages ou du résultat de la réalisation, etc., etc. Donc, ce type d'activité se prête se prête vraiment bien à cette approche de bout en bout. Et j'ai pu m'apercevoir que souvent, là où ça pêchait, là j'ai parlé des compétences individuelles ou collectives d'équipe dans chaque macro-tâche, là il n'y a pas trop de soucis. Les liens, les relations, peut y en avoir, les documents, ils sont pas toujours bien remplis, etc., etc. Mais donc là, il y a une première source de déperdition ou de dysfonctionnement. Mais une autre source aussi importante, c'est le fait que, en fait, dans une affaire où il y a plusieurs intervenants à des moments différents, ben si à certains moments du déroulement, on se réunit pas autour d'une table pour que le commercial, par exemple, explique à l'équipe technique les informations qu'il a reçues du client, etc. Fasse un passage de relais, finalement. C'est le passage de relais. Passage de relais, c'est pas seulement un document qu'on envoie aux collègues pour dire maintenant, hop, c'est à toi de travailler. Non, il y a toute une partie d'information qui n'est pas formalisée parce que on va pas passer son temps à écrire hein, dans les entreprises. Bon, c'est dans la tête des commerciaux. Et si les commerciaux se mettent pas autour de la table avec l'équipe technique pour faire ce transfert, eh bien, ils se contentent de remplir une fiche, un formulaire
établi par la qualité ou par l'entreprise d'une manière générale, il y a une perte d'information. Et ça, finalement, c'est les réunions de revue de conception, revue de passation de dossier, etc. Donc, finalement, dans une logique projet, ce sont ce qui marque on peut appeler ça les jalons qui font passer d'une phase à l'autre. Et ces jalons-là, si on les respecte pas, si on ne respecte pas, eh bien, ça peut être la cause d'échecs, bon, au pire, ou de problèmes dans le déroulement, ou de dysfonctionnement dans le déroulement du projet, et au final, une perte de performance, une perte de rentabilité. Et c'est comme ça que des projets qui démarrent avec une marge théorique de 30% peuvent arriver à la fin avec une marge réelle de 20% au mieux, parfois 10 et parfois même en négatif. Voilà. Et bon, moi, j'ai eu la chance de vivre beaucoup de projets qui ont foiré, notamment dans ma vie passée de salarié, ce qui m'a permis d'apprendre très vite certaines choses et certains impératifs qualité, parce que, comme on le sait, on apprend souvent davantage des échecs que des réussites. Non, c'est une plaisanterie, mais c'est vrai que j'ai eu cette chance, un des premiers projets, et on l'oublie pas facilement, quoi. Et après, on en tire des enseignements. À plus petite échelle, ben j'ai pu constater auprès d'un certain nombre de mes clients qu'effectivement, la réussite des affaires dépendait du respect de cette méthodologie, de la bonne, du bon rang de la complétude des informations qui circulent entre activités, davantage que ce qui se passe dans chaque rectangle, parce que les gens, ils savent faire leur boulot. Voilà. Et mon intérêt particulier pour le BPM s'est porté là sur cette vision globale, tout en sachant que du BPM, on peut en faire à différents niveaux. Au niveau micro, donc là, par exemple, j'ai modélisé un flux d'activité qui pourrait s'apparenter à une procédure qui concerne juste la partie, alors je crois que c'est la revue de conception, c'est-à-dire comment on fait une revue de conception, quels sont les acteurs, quels sont les éléments d'information à réunir pour faire la revue de conception du départ à la fin. Donc, ça peut être la revue de conception, ça peut être autre chose, ça peut être une procédure, une demande d'achat, ça peut être l'intégration d'un nouvel arrivant dans l'entreprise. Enfin, voilà, c'est la vision procédure. Donc, le BPM, par l'automatisation des flux d'activité, peut se développer ou peut s'intégrer ou peut aider soit la réalisation des procédures à un niveau de détail très fin, soit accompagner la réalisation et le développement de processus de bout en bout. Alors l'intérêt, que ce soit dans un cas ou dans l'autre, l'intérêt c'est que l'outil BPM, les outils BPM peuvent dialoguer avec les autres outils de l'entreprise. Hein. Par exemple, les CRM, les ERP, éventuellement la GED aussi, etc., etc. Dans un sens comme dans l'autre. Du coup, et ça, cette interactivité, cette interconnexion des applications informatiques, c'est aussi souvent un problème que l'on rencontre dans les entreprises. Parce que s'il n'y a pas d'interconnexion, ça veut dire double ou triple saisie. Et donc, on perd du temps, d'une part, et puis on risque aussi de faire des erreurs. Donc ça, c'est un avantage qui est tout à fait important dans l'apport de la numérisation des flux de travail, sachant que l'autre apport essentiel, celui que je viens d'évoquer, peut-être sans le nommer précisément précédemment, c'est le fait que ça fiabilise, puisqu'à partir du moment où on automatise le flux d'activité, on le rend non pas seulement un document, un papier qui décrit ce que l'on devrait faire, le fait de l'automatiser grâce à un logiciel, ça nous oblige à respecter certaines étapes et à se rappeler, même si on fait
de l'ingénierie simultanée, se rappeler qu'il faut revenir un peu en arrière et il faut faire l'étape qu'on a un peu chantée dans un premier temps pour accélérer la réalisation du projet. L'un n'empêche pas l'autre, mais ça passe pas sous le tapis à partir du moment où c'est formalisé en dur quelque part. On peut combiner aussi, hein, parce que par exemple, on peut très bien avoir une application de type macro pour une gestion d'affaires, comme celle-ci, ou gestion d'affaires ou conception, réalisation de systèmes physiques, industriels ou produits. Et puis derrière, avoir une application un peu plus micro pour la gestion des modifications, où là, on est dans le procédural. Si on décide qu'une demande de modification doit passer par tel et tel ingénieur ou tel et tel service, et là, on décrit un circuit très fin, très détaillé de circulation d'un formulaire ou d'une demande de modification de spécification ou de composants d'un produit, etc., etc. Donc, les choses peuvent se combiner. Mais mon approche, en tous les cas, ce que je souhaite creuser comme approche, c'est plus d'abord articuler autour de ces processus de bout en bout qui ont une vocation plus stratégique et plus flux de valeur pour les clients et qui peuvent se compléter après par des applications plus détaillées. Et là encore, l'intérêt, c'est d'être en support à des chefs de projet. Donc, c'est des outils qui permettraient ou qui permettent à des chefs de projet, et notamment quand ils gèrent plusieurs ou des équipes projets qui gèrent plusieurs projets en parallèle, de s'y retrouver et de pas se perdre dans la multitude, enfin, dans le nombre de projets déjà et la multitude de difficultés ou d'étapes qu'ils ont à gérer au quotidien. Donc ça, c'est une modélisation, mais l'étape suivante, et qui était tout à fait intéressante dans les outils qui sont proposés aujourd'hui, c'est de pouvoir automatiser le flux d'activité, le logigramme en quelque sorte, et faire en sorte que chaque affaire qui est enclenchée dans l'entreprise suivant le modèle, la modélisation faite dans l'outil de BPM, eh bien que chaque affaire, on passe par les étapes que l'on a définies et que on enregistre les résultats de ces étapes au fur et à mesure qu'elles se déroulent. Donc là, j'ai fait une extraction de ce qui se passe dans l'outil, où par exemple, là, je suis en phase 4, et en phase 4, c'était les attributions de dossiers de consultation auprès des entreprises. Eh bien, tant qu'on n'a pas dit si les attributions sont complètes ou pas complètes, et tant qu'on n'a pas apporté les commentaires associés à cette phase d'attribution, eh bien, le projet, l'affaire reste à l'état phase 4 à achever, et c'est de la responsabilité des équipes, de la personne, du responsable de cette phase, de faire avancer l'affaire. Et forcément, tout ce qui est enregistré au fur et à mesure de la progression, bien ensuite peut donner lieu à une impression, à un document qui récapitule, de suivi d'affaires qui récapitule toutes les activités et toutes les étapes. Donc ça donne une garantie que, et si cette revue, si cette attribution des documents, des consultations est collective, eh bien, ça garantit qu'effectivement, les personnes concernées par l'attribution, à un moment donné, se sont réunies pour, de manière exhaustive,
attribuer les différents lots du marché en question. Donc là, en ayant ce cheminement, en automatisant et en informatisant ce déroulement d'affaires, eh bien, on s'assure que le modèle de processus qu'on a défini, le modèle de flux, va être respecté et que s'il ne l'est pas ou si on anticipe, eh bien, on enregistre dans le formulaire associé, dans la fiche de suivi de projet, on enregistre les raisons, et il y a une trace, et après, on peut toujours y revenir et s'y référer. Donc, voilà une illustration partielle, hein, mais c'était juste pour montrer que tout ce qui est enregistré dans le formulaire de l'application peut après être injecté automatiquement dans un formulaire. Là, la présentation est très sommaire, mais on peut injecter ça dans une fiche de suivi de projet que l'on prédéfinit dans Word, par exemple, comme c'est le cas ici, et qui peut faire après, qui peut être classé dans le dossier à faire. Donc, comme je le disais, donc première chose, ça permet de fiabiliser le déroulement des affaires. Deuxième chose, ça permet d'avoir aussi une vision globale de la progression des différentes affaires dont l'équipe ou le chef de projet est responsable, ce qui peut l'aider, lui ou elle, lorsqu'elle a des comptes à rendre à sa direction sur l'évolution. Donc là, on voit qu'il y a je sais pas, 7 ou 8 affaires en parallèle et qu'elles ne sont pas toutes au même niveau de déroulement, au même jalon, hein, donc 1, 2, 3, etc. Les jalons ont été numérotés. Et ça permet aussi, alors ça on peut, l'application, à partir du moment où les jalons sont identifiés, l'application, on peut programmer de manière à ce que ces graphiques se fassent automatiquement. D'autres graphiques peuvent être faits, par exemple ici, des durées cumulées d'heures passées dans les différentes phases. Hein. Bon, là, c'est une simulation, hein, on s'est arrêté à 4 phases. Ici, c'est pour montrer les projets, il manque les noms des projets en abscisse, pour montrer les projets qui sont plutôt en dépassement par rapport aux attributions, au délai ou au temps, aux durées plutôt, aux durées de chaque phase. Voilà, on peut, bon, ça, par programmation, on peut établir différents types de graphiques pour avoir une vision un peu encore plus macro de gestion simultanée de plusieurs projets. Et ces graphiques et ces éléments qu'on peut zoomer, après on peut aller dans chaque projet, voir précisément ce qui a été fait et où ça bloque et ce qui reste à faire surtout, mais qui peuvent aider les chefs de projet pour justifier, planifier des ressources, etc., etc. Et encore une fois, bon, ces éléments, ce qui est intéressant aussi, c'est l'interaction avec, par exemple, les ERP qui, eux, intègrent de manière assez naturelle les heures passées, les délais, etc., et qui peuvent, le fait de l'inscrire dans un des logiciels permet de l'avoir dans l'autre, de le récupérer et de faire une seule saisie là où, au lieu d'en faire plusieurs. Donc voilà des types d'applications que je souhaite, que je mets en œuvre et que je souhaite développer et qui feront l'objet de la formation en juin. Donc la mise en place et l'appropriation des outils pour faire tout ça. Donc, passer du modèle à l'automatisation permet ensuite, en fonction du retour d'expérience terrain, d'améliorer s'il y a besoin et de modifier le modèle et immédiatement
de le mettre en production et de l'utiliser directement. Donc la question par rapport à ça, c'est quelle place les managers qualité et les consultants qualité veulent prendre dans cette numérisation qui se développe, qui est déjà plus développée dans les pays anglo-saxons, qui se développe chez nous. Soit on est juste spectateur et à la limite on nous demandera un petit peu notre avis pour l'amélioration, ou soit on prend une place importante ou prééminente dès la modélisation, ce qui est un peu notre cœur de métier à la base, et du coup, en laissant aux spécialistes avec les hommes et femmes métiers, bien sûr, et en laissant une partie aux informaticiens qui, effectivement, eux, ont en charge les interconnexions entre les différentes applications. Bon, ça, moi, je n'ai pas vocation à être à m'intéresser, je n'ai pas les compétences pour investir ce champ-là. En revanche, il me semble qu'on est tout à fait habilité à être force de proposition ou même acteur ou principal chef de projet finalement dans la partie modélisation et automatisation. Et la bonne nouvelle, c'est que les produits comme Adonis, couplés à Team, avec assez facilement, ne nécessitent pas une formation ni des compétences informatiques poussées, pratiquement aucune, pour arriver à faire des applications telles que celles que je vous ai rapidement présentées. Et ça, c'est l'objet de la formation que je propose en juin sur 4 jours, avec une partie plus entre guillemets méthodologique et théorique sur l'approche processus de bout en bout pour permettre à chacun de commencer, enfin de bien voir les éventuels écueils et les bonnes pratiques pour arriver à modéliser de bout en bout. Et puis après, plus de 50% du temps, de la mise en pratique directement sur outil pour s'approprier la syntaxe de modélisation et arriver à faire une application qui fonctionne pendant la durée de la formation. Donc voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous. Je constate que vous m'avez laissé parler pendant toute la présentation sans poser de questions, où j'ai pas vu les mains levées, ce qui est possible aussi. Et donc, maintenant à vous, si vous avez des questions pour que l'on puisse y répondre.